Je suis ravie d'accueillir Madame Lydie Sartour-Roumillac, merci de me rejoindre, qui est directrice nationale de la transition énergétique au sein d'Enedis. Donc déjà, rien que le titre veut tout dire en ce moment sur ce qui se passe. Alors justement, cette crise que l'on connaît actuellement, est-ce qu'on peut dire que c'est une crise sans précédent ? Oui, alors c'est vrai qu'on est allé un peu loin dans les smart territoires, la smart city. En même temps, je ne vais pas non plus vous plomber l'ambiance. Certes, il y a des problèmes, mais c'est histoire de voir comment on peut trouver des solutions et comment on peut rebondir face à cette crise majeure. Donc, en effet, c'est une crise sans précédent. Les prix explosent. Ça fait mal et ça nous touche tous, qu'on soit citoyens, collectivités locales, entreprises, administrations. Donc, on est tous affectés par cette crise qui est pas seulement conjoncturelle. Et ça, c'est un peu nouveau. Et puis, c'est une double crise. C'est une crise énergétique, une crise climatique. C'est bien cette combinaison-là qui fait qu'elle est majeure et sans précédent. Et qui est vraiment nouvelle. Alors, tout d'abord, la crise énergétique, dont je ne vais pas revenir sur les raisons. Vous les connaissez, le conflit ukrainien, bien sûr. Les sujets de production nucléaire, la corrosion sous contrainte, bien sûr. Quelque chose qu'on connaît moins quand même, c'est l'hydraulicité. Nos barrages hydrauliques sont à sec. On a beaucoup parlé de sécheresse quand même. De sécheresse, et elle a des conséquences. Donc nos barrages qui justement permettent de fournir en période de pointe et de pic de consommation, il y en a beaucoup moins cette année. Donc c'est une conjonction de facteurs qui fait que nous sommes en effet beaucoup moins en offre d'électricité. Donc nous sommes dans un marché concurrentiel, mine de rien, et ouvert. Et on l'a voulu comme ça au niveau européen, on l'a décliné en France. Donc, il est normal que quand l'offre ne rencontre pas la demande, les prix augmentent. L'électricité n'étant pas stockable, étant un bien vital, eh bien, l'élasticité prix est forte. Donc, les prix augmentent, et très haut. Donc, ce n'est pas une aberration. Autre sujet, les interconnexions. On a créé une plaque, on appelle souvent la plaque de cuivre européenne au niveau continental, entre la France et l'Allemagne, et puis les pays nordiques et les pays de l'Est de l'Europe. Et du coup, les électrons, physiquement, ils circulent. Il y a des interconnexions entre les pays. Du coup, on a été longtemps exportateur, la France, mais cette fois-ci, on est content d'importer aussi, parce qu'on a moins de production et on importe d'Allemagne, entre autres, d'Espagne. D'ailleurs, on leur exporte du gaz, parce qu'on a du gaz, on exactement. se porte plutôt bien en ce moment côté gaz, et comme on a des gros problèmes d'électricité, ils nous apportent de l'électricité. Et du coup, par cet effet-là, on est, malgré un parc très nucléaire, on est indexé à des prix du gaz parce que les prix en Allemagne sont indexés sur le prix du gaz. Donc, voilà. Mais il y a la solidarité aussi de cette électricité qui circule dans les deux sens. Donc, déconnecter du gaz, ce n'est pas si simple. Donc, il faut trouver des moyens d'arriver à repenser le marché. C'est ce dont on va parler. Et puis, parce qu'en fait, je vous interromps. Oui. C'est vrai qu'il y a des mesures d'urgence qui ont été annoncées, qui sont nécessaires, et Jean-Noël Laury en parlait aussi. Mais il faut avoir aussi maintenant une vision long terme et peut-être repenser finalement aussi le marché, la façon dont c'est structuré. Oui. On va y revenir, mais je voudrais quand même terminer là-dessus parce que c'est important de le dire, c'est qu'en France, on n'est pas habitué à une électricité chère. On a été habitué à une électricité peu chère grâce à ce parc nucléaire qui a été construit il y a des années avec une vision d'indépendance énergétique à un moment donné qui fait que les coûts de production aujourd'hui, ils sont à 50 €, autour de 50 € du mégawattheure de notre parc nucléaire amorti. Alors c'est vrai qu'il va falloir le reconstruire. Et il va falloir s'habituer à une électricité qui coûte plus cher. Et ça, c'est un nouveau paradigme. Et mine de rien, en France, c'est un choc. On prend conscience uniquement maintenant de ce sujet-là. Parce qu'on a eu accès à contrario, dans d'autres pays, en Italie, en Allemagne, ils savent ce que c'est qu'une électricité plus chère. Surtout qu'on n'est pas sûr des capacités, aussi bien en 2023 qu'en 2024, parce que même si EDF nous rassure et dit que le parc va repartir, il y a des inquiétudes, des longues inquiétudes sur les prix. Il y a des inquiétudes sur les prix, mais on va y revenir parce que c'est quand même pas si dramatique que ça. Non, mais les médias relaient beaucoup d'angoisse et beaucoup autour de la crise. Je pense qu'il faut prendre un peu de recul, un peu de respiration.
Alors, la crise... Et on est là pour apporter des solutions. Voilà, des solutions. Une crise climatique, alors ça, elle est inquiétante pour le coup. Parce que cet été, mine de rien, on a vécu un été de 2040. Et on ne pensait pas arriver aussi rapidement à ces effets-là de la canicule, de la sécheresse. Et donc, ça veut dire que ça va plus vite que ce qu'on imaginait. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des étés 2040 toutes les années, heureusement, parce que là, voilà. Mais ça veut dire que là, l'urgence de la transition écologique, elle est vraiment là. C'est impératif, ça ne se discute plus. Il faut absolument basculer, passer dans un monde de neutralité carbone, entre autres. Et donc, on voit vraiment passer à de l'électrification beaucoup plus rapide, la méthanisation, trouver d'autres modes de production, d'autres modes de consommation. Et ça, ce sont des enjeux structurels auxquels il faut répondre. Alors, en attendant de réformer et d'avoir des réponses structurelles, eh ben, il y a des mesures transitoires, évidemment, d'urgence, hein, le bouclier tarifaire, on le sait, les chèques énergie, hein, il y a des milliards qui sont dépensés pour ça, et heureusement. Et on le verra tout à l'heure, et puis le président Jean-Noël Loury l'a dit, hein, c'est pas pour tout le monde le bouclier tarifaire. Donc il y a des trous dans la raquette et il va falloir que l'État se mobilise encore davantage pour protéger et il se mobilise aussi pour ce fameux passage de l'hiver dont on va parler. Donc en effet, mesure d'urgence, mais on a besoin de vision long terme si on veut vraiment accélérer et préparer l'avenir et répondre à ces effets de crise. Donc le premier besoin, c'est une politique énergétique long terme avec un cap fort, réaliste et qui se maintient dans la durée. Parce qu'une politique énergétique, c'est un temps long. Construire des moyens de production, notamment dans le nucléaire, hein, si on lance un nouveau programme nucléaire, c'est 10 ans minimum. Il faut des annonces construire une filière. Fin octobre, normalement, au Conseil des ministres, présenter un projet de loi pour simplifier les procédures et donc accélérer la mise en place de nouveaux sites nucléaires qui seraient déjà sur les sites existants, mais de nouveaux sites. Et ce n'est pas que le nucléaire, il faut aussi accélérer la croissance des énergies renouvelables pour un mix qui soit équilibré et pas forcément se mettre uniquement dans une seule et même énergie. Donc c'est diversifier tout cela. Il faut aussi qu'on repense le fonctionnement du marché. Parce que ce fonctionnement dérégulé, ouvert, concurrentiel, est-ce que c'est le bon pour l'électricité ? Alors, ça y est, l'Europe commence à réfléchir et à se dire est-ce que le tout dérégulé est bien. Donc ça y est, il y a des premières idées qui émergent. Caper le prix de l'électricité produite par les producteurs à 180 € du mégawattheure. Et ça, normalement, ça va être dans le projet de loi de finances 2023. Donc c'est déjà un effet, un premier effet, qui devrait avoir pour conséquence de baisser les prix aux consommateurs. Les profits aussi des énergéticiens seront mis à contribution pour justement aider sur les boucliers tarifaires. Il y a aussi, on entend des gens qui parlent de régulation à nouveau des tarifs, pas uniquement pour les particuliers, parce qu'on a de la chance quand même en France. On s'est battu pour garder les tarifs pour les particuliers, les tarifs réglementés. Donc le bouclier tarifaire vient s'indexer à ces tarifs. Et d'ailleurs, on voit plein de consommateurs aujourd'hui qui avaient choisi les offres de marché concurrentielles revenir aux tarifs. C'est 100 000 clients qui reviennent chez EDF en ce moment, à ce tarif réglementé. Mais il y a d'autres catégories, les collectivités locales, les entreprises, qui n'ont pas cette possibilité. Alors, est-ce qu'on revient à des tarifs réguliers pour ces types de clients ? À voir, c'est tout le débat qui est devant nous en ce moment. Et puis, il faut, comme le disait Laurence tout à l'heure, il faut absolument réussir à réduire nos consommations. Moi, je ne dirais pas il faut consommer moins, il faut consommer mieux et différemment. Ce n'est pas une sobriété contraignante, malheureuse. C'est comprendre pourquoi on le fait. On le fait pour le climat, pour les générations futures, pour revenir à des choses beaucoup plus terre à terre. Pourquoi on s'est mis à consommer de manière aussi déraisonnée ? Est-ce que ça fait notre bonheur finalement ? Donc du coup, se questionner sur nos comportements
Et je pense que nos jeunes nous y invitent. D'ailleurs, il y a eu toute une prise de conscience, par exemple, sur les déchets. Et c'est les jeunes qui ont lancé, qui ont été très moteurs dans le tri. Je pense qu'on peut faire la même chose sur l'énergie, sur l'électricité. Et je vois, moi, mes enfants, ce sont les premiers à me dire, mais éteins la lumière, maman, éteins. Donc, arrête l'eau. Tu fais trop couler l'eau. Donc, moi, je pense vraiment que nos jeunes sont capables de nous bousculer et de nous aider à avoir des comportements différents. Et puis aussi, un peu d'efficacité énergétique ne va pas nuire. Donc, moi, je ne vois pas la sobriété. En tous les cas, je la vois plutôt positivement et en rupture par rapport à ce qu'on a pu vivre. Et alors dans ce contexte-là, parce qu'évidemment on s'adresse aussi à un public aussi d'élus ici, alors quel enjeu ça peut représenter pour les autorités concédantes, évidemment pour les collectivités en particulier rurales, et puis le réseau de distribution? Alors, il est vrai qu'à très court terme, on le sait, vous êtes face à un vrai problème, en pleine interrogation, en pleine... presque souffrance pour vos administrés, c'est-à-dire la réalité du terrain aujourd'hui, c'est comment je renouvelle les contrats de fourniture d'électricité, les contrats d'énergie. Comment je chauffe les gymnases, la piscine, qu'est-ce que je fais? Et on arrive en fin d'année, il y a beaucoup de contrats qui arrivent à échéance. Les appels d'offres sont souvent infructueux, ou alors on vous propose des prix x10, voire plus. Donc c'est vrai que c'est non soutenable. Donc il va falloir qu'il y ait quelque chose qui émerge là-dessus, et normalement, je pense que l'État a pris ça à sa juste mesure, espérons-le. Il y a eu des premières annonces la semaine dernière autour du plan sobriété de l'État, avec l'engagement des acteurs, notamment économiques, les fournisseurs qui ont signé une charte. Il faut absolument que justement il n'y ait pas d'appel infructueux, donc présentation d'une offre. Alors évidemment ils peuvent faire des offres délirantes, mais bon. Et puis surtout le fait qu'il y ait une garantie bancaire pour ces contrats. Donc ça peut amener à des contrats peut-être moins chers, les fournisseurs ayant moins peur des impayés. Bon, c'est vrai que ça ne suffit pas, mais c'est vraiment la réalité. Donc, il faut que l'État, en effet, prenne ses responsabilités, et je pense qu'il est en train de le faire. Au-delà de tout ça, je pense que c'est vraiment le moyen de raisonner en rupture et de vraiment accélérer cette transition écologique dont on a vraiment besoin et dont on parle. Mais c'est une absolue priorité. Et je suis convaincue que les territoires ruraux, vous l'appeliez Smart Territoire, ont une carte à jouer. Et on le voit déjà. On le voit déjà. Les territoires ruraux sont assez moteurs dans cette transition écologique. C'est là que se raccordent les énergies renouvelables. L'éolien, alors l'éolien aujourd'hui c'est un peu compliqué, moins vent en poupe, mais le photovoltaïque se développe à marche forcée. Nous, on le voit parce qu'on le raccorde, donc on a une vague, on appelle même ça en interne un tsunami de raccordement, et on se met en ordre de bataille pour raccorder. On est passé de 3500 autoconsommateurs de photovoltaïque en 2015 à 160 000 cette année, et on en attend 4 millions en 2030. Donc c'est une explosion. Donc, et ça se passe dans les territoires ruraux qui produisent pour les villes. On ne va pas mettre des panneaux photovoltaïques on peut en mettre sur les immeubles, mais ça ne va jamais alimenter tout l'immeuble. Donc, il y a un véritable mouvement qui est en train de se mettre en marche. Et puis, moi, je le vois, dans Lyon, vous avez commencé. Je parlais avec le maire de Venoy hier soir, qui est en train de lancer une belle opération d'autoconsommation collective. Alors, c'est pas simple encore parce qu'il y a quelques petits sujets administratifs, on est en France, mais ce sont des belles opérations. On met des panneaux photovoltaïques sur un gymnase qui vont alimenter une dizaine de bâtiments communaux. Là, tout de suite, on réduit la facture et de fait, on commence à prendre un peu son destin en main sur l'énergie. Bien sûr, il faut de l'énergie de complément, de base, par un système centralisé. Mais le décentralisé arrive. 95% des énergies renouvelables sont connectées au réseau de distribution, pas sur le réseau de transport, sur le réseau locaux.
Donc le mouvement est en marche. C'est la même chose sur les bornes de raccordement électrique. Et d'ailleurs, Lyon est quand même assez pionnière. Il y en a pas mal. Hein. J'ai cru comprendre qu'il y en a à peu près 130 bornes. Et déjà, vous êtes passé aux bornes rapides. Il y a assez peu de départements qui le font. Donc, c'est un terreau d'innovation, cette transition écologique. Et véritablement, il faut capitaliser sur cette innovation qui va nous permettre de raisonner en rupture. Et puis, ce qui est important, c'est que vous, autorités concédantes, élus, et puis nous, Enedis, il faut vraiment qu'on arrive à préserver la valeur du modèle concessif français dans l'électricité. Pourquoi ? Parce que c'est la péréquation tarifaire. C'est le même prix d'acheminement d'électricité partout en France, que ce soit dans les territoires ruraux, en métropole, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment clé, toute la valeur de ce modèle. C'est la solidarité entre les territoires. Donc on évite la fracture urbain-rural. C'est aussi l'aménagement du territoire. Donc ça, il faut vraiment que collectivement, tous ensemble, on soit à la manœuvre pour préserver ce modèle qui marche et qui est robuste à la transition écologique et à toutes les ruptures qu'on est en train de vivre. Et puis, le réseau de distribution dont vous êtes propriétaire, pour moi, c'est vraiment un acteur clé de cette transition écologique. Souvent, on le dit, et sa présidente d'Enedis qui aime bien dire, c'est la colonne vertébrale de la transition écologique. Et c'est vrai, parce que dans ce mouvement d'électrification assez fort, c'est bien le réseau, on vient se raccorder au réseau, et c'est bien ça qui permet de mettre en place la transition écologique et de raccorder aussi tout ce qui se passe dans le rural. Et nous, Enedis, en tant que gestionnaire de ce réseau de distribution, nous avons vraiment l'ambition d'être le service public de la transition énergétique pour pouvoir avancer. Et nous vivons déjà dans cette transition. Juste pour vous donner quelques chiffres, 25% de l'électricité aujourd'hui, l'électricité représente 25% de la consommation de l'énergie. Ça sera 55% en 2050. Aujourd'hui, on raccorde 2,5 gigawatts par an d'ENR, d'énergie renouvelable, et très vite, on va doubler dans les années qui viennent. Donc, on a vraiment besoin de réseaux électriques et souvent, j'aime à dire qu'on est un peu dans une phase de deuxième électrification de la France. Alors, certes, l'électricité, mais il y a aussi les biogaz qui se développent. Donc, il y a vraiment un mouvement qui est en train de se passer. Alors, puisqu'on est là pour parler des solutions, on va en présenter plusieurs que vous avez commencé à évoquer finalement, puisque vous voyez que Lyon est très active en la matière. Quel levier, on va dire, pour faire face et quelles solutions vous proposez chez Enedis ? Exactement. Alors, peut-être déjà pour rester un peu serein par rapport au passage de l'hiver, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler dans la presse. Il y a eu le buzz des ballons d'eau chaude qu'on allait arrêter, couper. Donc remettre un peu les box aussi électriques, les box qui allaient être coupées aussi. Oui. Alors oui, on est dans une situation assez tendue pour cet hiver, mais chaque hiver on fait cet exercice, l'État, RTE, le réseau de transport, et nous Enedis, pour voir comment on va passer s'il y a des grands pics de froid. Donc là, comme il y a moins de production, c'est sûr que c'est un peu plus critique. Mais en fait, on ne manque pas d'électricité. Ce dont on manque, c'est de puissance à des moments donnés dans la journée, quand il y a des pics de consommation. Donc, ce n'est pas dramatique non plus. Et l'objectif étant de ce passage de l'hiver où on travaille main dans la main, État, RTE qui est responsable de l'équilibre offre-demande à tout instant sur le réseau, et Enedis en tant que service public qui met en œuvre en extrême recours des coupures si besoin. On travaille depuis déjà un moment, et de toute façon on fait l'exercice chaque année, pour trouver de manière graduelle tous les leviers pour éviter la coupure exceptionnelle et le délestage de 2 heures. Bon. Et aujourd'hui même, d'ailleurs, il y a un exercice de crise nationale pour qu'on s'entraîne et puis pour que justement tout soit fluide, y compris dans la communication avec vous. Et donc, qu'est-ce que c'est ? D'abord, c'est se dire, il faut faire beaucoup de pédagogie au grand public. Pas paniquer, dire voilà, il faut cette année de la sobriété solidaire, faire
quelques gestes qui vont soulager le réseau au moment où il y a ces pics. Et les pics de consommation, c'est 8h, 13h, et puis 18h, 20h. Et si chacun comprend qu'il faut différer quelques usages électriques à ces moments-là, eh ben, tout va bien se passer. Par exemple, si les cantines d'entreprise, les cantines scolaires ne se mettent pas à faire des grillades et des pizzas toutes entre midi et 2, eh ben, on va soulager la pointe méridienne. La pointe méridienne, elle est nouvelle. Mine de rien, si on ne le fait pas, ben, ça ira beaucoup mieux. Pourquoi on a parlé de ces ballons d'eau chaude ? Parce qu'en fait, il y a à peu près 4 millions de ballons d'eau chaude aujourd'hui qui sont, grâce au compteur Linky, déclenchés en chauffe entre midi et 2 parce que ces clients-là ont décidé et ont choisi qu'on les recharge à ce moment-là et aussi la nuit, hein, parce que ce sont des heures creuses pour eux, c'est pas cher. Et donc, ce qu'on leur dit, bah, écoutez, là, pour passer la pointe méridienne, eh ben, on va pas recharger votre chauffe-eau entre midi et 2, mais on va le faire la nuit. Et comme ça, uniquement la nuit. Et vous aurez votre chauffe-eau qui sera chaud pour toute la journée. Alors, si vous prenez 20 douches dans la matinée, enfin, ça m'étonnerait quand même, vous vidiez tout votre chauffe-eau. Alors, oui, vous aurez peut-être une douche froide à midi, mais vous pouvez toujours réenclencher en marche forcée. Enfin, donc, on ne coupe pas de ballon d'eau chaude, mais ça permet justement d'éviter les coupures éventuellement. Donc, c'est sûr qu'il y a besoin de pédagogie, parce que c'est des sujets compliqués. On va aussi essayer de baisser la tension. On va faire appel à toutes les interruptibilités possibles, les effacements, on appelle des industriels. Tout un tas de mesures qui vont faire qu'on va essayer, et collectivement, en étant citoyens différents de nos usages, et puis en mettant le chauffage aussi pas trop chaud, eh bien, de passer cet hiver normalement dans les meilleures conditions possibles. Et s'il doit y avoir quelques coupures, eh bien, on est organisé. Il y a de la prévenance, 3 jours avant, vous serez informés, bien sûr. Et puis, il y a des outils qui sont mis en place. Il y a EcoWatt qui permet de voir aussi comment. Vous l'avez. EcoGaz même a été lancé. Enfin, tout le monde a son publication pour informer s'il y a un problème. S'il y a un problème. Et puis, on prend toutes les mesures avec les préfectures pour ne pas couper les clients prioritaires. Et c'est eux qui déterminent les listes. Enfin, c'est quand même très, très organisé. Et croisant les doigts, si tous on se met en ordre de bataille, normalement, on devrait y arriver. Donc tout ça est en place. Alors juste quelques mots pour terminer, je vous le dis parce que la matinée va être très riche et je vais devoir accélérer tous mes intervenants. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'en fait le sujet est tellement dense et on a voulu dire tellement de choses qu'après il faut tasser dans un temps précis, c'est pas simple. Mais là peut-être je vous en prie parce que c'est très intéressant évidemment ce que vous dites, comme ce que va dire tout le monde. Mais voilà, mais je suis le malheureux maître du temps. Je comprends. Non, mais quelques solutions aussi pour vous dire qu'Enedis, qu'est-ce qu'on fait ? On a une application qui s'appelle l'appli Enedis à mes côtés sur smartphone qui vous permet de suivre vos courbes de charge et de regarder comment ça se passe. Rien que suivre sa consommation, c'est diminuer, c'est ce que dit l'ADEME, de 7 à 10% sa production. Enfin, non, pas sa production, sa consommation, pardon. On a mis à disposition là, au congrès de la FNCCR un portail collectivité locale qui vous permet de manière très simple de suivre aussi vos consommations par usage. Les bâtiments, type de bâtiments, les bornières, etc. Et ça, c'est un vrai outil qui vous permet aussi de piloter avec des alertes. Il y a des consommations anormales. On a mis au point très rapidement un système très frugal pour éteindre l'éclairage public de nuit, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui n'ont pas forcément les LED connectés, pour le rural justement. Et c'est un service qu'on met à disposition du fournisseur. Très simple, vous demandez à votre fournisseur et hop, il vous coupe entre minuit et 6 heures par exemple. Enfin, des choses très concrètes sur lesquelles on avance. Et puis dans la durée aussi, on essaie de vous accompagner sur la rénovation énergétique. On a sorti une solution qui s'appelle PrioRéno avec la Banque des territoires et GRDF sous l'égide de l'État. Enfin, on s'est mis en ordre de marche pour vous accompagner et être à vos côtés parce que on se veut votre partenaire de la transition écologique.
Donc, parfait, merci voilà. beaucoup. Je suis désolée de vous avoir un peu accéléré. Merci Lydie Sartour-Roumillac. Je crois que Jean-Noël Nourry voulait venir pour ajouter un complément à cette intervention. Puis s'il y a une ou deux questions, évidemment aussi, parce que l'idée c'est qu'il y ait des échanges. Vous voulez venir ? On pose des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle déjà ? Ici, voilà, pardon, je ne vous voyais pas bien, on va vous tendre un micro. Parce que c'est un petit peu dans le... Quand on n'est pas dans la lumière, on ne voit pas tout le monde. Je vous en prie, monsieur. Mon nom est Lépine, membre du comité départemental. Alors, je trouve qu'on est dans une situation tout à fait paradoxale. Parce que d'un côté, on nous vante les mérites, pour des raisons écologiques tout à fait compréhensibles, du tout électrique. Et d'un autre côté, on a un problème dont vous nous avez parlé à court terme, d'approvisionnement en énergie électrique. Bon, mais je pense qu'il se pose aussi un problème à moyen terme. Monsieur Macron nous a dit hier soir plus de nucléaire, plus de renouvelables, plus d'interconnexions. Bon, ça, c'est très bien. Et il n'y a évidemment rien à dire. Mais comment allons-nous gérer le problème de la soudure entre les besoins en énergie électrique et l'arrivée en production des nouvelles centrales nucléaires qui sont annoncées mais pas encore décidées. Or, ces nouvelles centrales vont arriver en production entre 2032 et 2037, si j'ai bien compris. Il y en a même une qui est prévue en 2027, vous voyez, on nous l'annonce comme ça. Non, pas 2027, c'est absolument impossible. On nous l'annonce comme ça en tout cas. Non, c'est impossible. C'est 2032 à 2037, si tout se passe bien. Si on les décide, attends, parce qu'elles sont annoncées mais pas encore décidées. Alors comment allons-nous gérer cette transition ? Alors, merci monsieur. Moi je pense qu'il faut d'une part mettre un bémol sur le tout électrique, évidemment pas y renoncer, hein, parce que c'est l'avenir du point de vue écologique, mais il faut mettre des bémols sur le tout électrique, et d'autre part, il faudrait que les pouvoirs publics réfléchissent sérieusement à la façon dont on va se procurer l'énergie électrique complémentaire dont nous aurons besoin d'ici à 2032-2037. Soit on l'importe de nos voisins, soit on la produit nous-mêmes. Et pour la produire nous-mêmes, compte tenu du vieillissement de nos centrales nucléaires, compte tenu de l'intermittence des énergies renouvelables, il n'y a pas 36 solutions. Il faut avoir recours au gaz, au fioul et au pire, au charbon. Alors soit on le fait nous-mêmes, chez nous, soit on importe. Donc je voudrais savoir comment vous voyez ce problème d'approvisionnement à moyen terme. Merci monsieur. Sachant que tous les scénarios RTE notamment prévoient une augmentation de l'électrification à des horizons 2030, 2040, 2050. Faut le préciser. Si on veut décarboner, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il peut y avoir du complément avec le biogaz, il y a des choses qui se développent, la biomasse, etc. Mais il faut quand même qu'on se mette en ordre de bataille. Ce que je voudrais dire, c'est que si on manque d'électricité, c'est quand même aujourd'hui, sur un parc nucléaire, c'est pas de chance, hein, problème de corrosion sous contrainte. Sachez que le groupe EDF travaille d'arrache-pied pour remettre les centrales. S'il n'y avait pas ça, honnêtement, il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Et depuis quelque temps, il y a un grand chantier industriel qu'on appelle le grand carénage pour allonger la durée de vie des centrales sous contrôle et sous supervision totale de l'autorité de sûreté nucléaire. Donc l'idée étant bien d'allonger la durée de vie, hein, les Américains le font très bien, hein, ils parlent même de 60 ans de vie, voire au-delà, de ce parc nucléaire totalement amorti et dont il faut renouveler certains composants, hein, les fameux générateurs de vapeur entre autres, pour les faire tenir le temps de. Et puis, comme il y a une croissance de la demande d'électricité, il faut également continuer à booster les énergies renouvelables. On voit bien que l'offshore peut apporter, hein, l'éolien offshore peut apporter beaucoup d'énergie. Ce sont des grosses puissances, c'est beaucoup plus puissant que la petite éolienne. Il y a aussi toute cette vague de panneaux photovoltaïques. Donc, on a des solutions. Et puis, on a quelques centrales au gaz, hein, qui nous permettent de passer les pics de consommation. Quelques centrales au fioul aussi, hein, qui, à mon avis, il ne faut pas fermer tout de suite. On a remis en service, il y a 2 centrales charbon qui fonctionnent encore en France. Il faut effectivement étaler tout ça dans le temps. Il ne faut pas tout bousculer, il faut quand même un peu d'énergie. Et puis, la sobriété devrait aussi réussir à lisser. Donc, je
je pense pas qu'il y ait un trou d'air si impressionnant, mais c'est vrai qu'il faut prendre les bonnes décisions et qu'il ne faut pas fermer de nouvelles centrales nucléaires pour le moment. Alors, est-ce qu'il y a encore une question? Jean-Noël, venez. Voilà, je vais vous passer le micro. Jean-Noël va commenter et ensuite on passera aux séquences suivantes parce que sinon nous n'y arriverons pas. Micro pour monsieur derrière. Merci Jean-Noël Loury. Il y a un micro à attendre à monsieur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ici, voilà. Parfait. Allez-y. D'abord la question. Bien, au jour d'aujourd'hui, on peut faire de l'autoconsommation collective sur nos bâtiments pour les bâtiments communaux. J'ai mon fils qui habite au Japon. Là-bas, ils font l'autoconsommation collective pour l'ensemble du village. Peut-on imaginer, dans un avenir proche, une commune construire un parc photovoltaïque et faire de l'autoconsommation collective pour l'ensemble du village? Merci. C'est une question aussi importante. Allez-y. Vous savez qu'on a transcrit la directive européenne sur les communautés énergétiques. Donc c'est bien ça l'idée. Aujourd'hui, c'est vrai que l'autoconsommation collective a un certain nombre de critères. C'est un diamètre de 2 km quand on n'est pas en rural. En rural, il y a une dérogation possible de 20 km. Donc concrètement, ça se regarde. C'est vrai qu'il y a après des contraintes techniques en fonction des postes de distribution, etc. Mais on va... Enfin, c'est bien le sens de l'histoire. C'est pouvoir se partager l'énergie produite localement à partir d'une source de photovoltaïque. Aujourd'hui, il y a quelques critères peut-être un peu limitants, mais je pense que le sens de l'histoire ira au-delà, notamment des systèmes de réseau à partir du poste de distribution, et je pense que ça va évoluer. De toute façon, il faut bien qu'on trouve des solutions. Merci à vous. Jean-Noël Loury, vous avez un micro, c'est parfait. Vous voulez pas prendre le micro? Si, applaudir. Merci. S'il n'est pas allumé, ça ne va pas fonctionner. Tenez. Alors prenez celui de Lydie en attendant. Voilà, on va faire... Parfait, on va y arriver. Oui, en premier lieu, un grand merci à Lydie de nous avoir ouvert un peu des voies un peu obscures pour l'instant, parce qu'on est un peu dans l'incertitude. Et Jean l'a fort bien dit. C'est vrai qu'on peut se poser des questions avec ces centrales qui sont actuellement fermées, en réparation. Et puis, dans le même temps, que fait-on? Il y a des centrales à charbon, peut-être les réactiver, peut-être. En tous les cas, il ne faut pas que nous manquions d'énergie, que nous fassions une utilisation énergétique contrôlée, mesurée. Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi allumer les chauffe-eau le midi alors qu'en fait on s'en sert le soir? Tout à fait d'accord. Tout ça, ce sont des bonnes pratiques. Il faut absolument que nous allions dans ce sens-là. Mais il ne faut quand même pas que nous fassions un rétropédalage par rapport à la vie que nous avons construite ensemble pour l'humain, quoi. Donc un grand merci de votre action. Vous dire aussi que le syndicat est très heureux de travailler aujourd'hui avec Enedis. Ça n'a pas toujours été le cas, mais nous avons eu ces dernières années une amélioration considérable et maintenant nous avons d'excellents rapports avec Enedis. Nous avons d'excellents rapports, d'excellents projets. Des excellents projets. Nous avons ratifié le nouveau contrat de concession qui va nous délivrer 53 millions d'euros sur 30 ans. C'est pas anodin, c'est pour ça aussi qu'on peut faire des choses avec vous. J'entends quelquefois que le syndicat est riche, mais il n'est pas riche. Il se bat pour avoir une reconnaissance et cette reconnaissance, elle existe par des projets, par des objectifs. Je veux dire, on n'est pas simplement un syndicat qui ramasse de l'argent et puis on dit vous en voulez, on vous en donne. C'est pas ça. On a des objectifs bien précis et ces objectifs s'inscrivent tout à fait dans votre démarche. Aurélie Rossignol a fait un travail considérable dans cette démarche au niveau des économies d'énergie, mais il y a aussi d'autres. Je veux dire, tous les gens du syndicat sont des gens qui travaillent tout à fait dans cet esprit-là. Donc on est complètement dédié à cela et on travaille dans cet esprit-là. Et vous dire aussi que pour conclure avec l'Enedis, je voudrais dire que nous avons dernièrement signé un avenant avec Enedis pour remettre en activité d'autres schémas, notamment la sécurisation des... Pardon, j'ai un petit problème à la gorge, excusez-moi. La sécurisation des réseaux, la résorption des cabines hautes. Nous avons pris, dans le département par exemple, nous avons pris l'engagement de détruire l'ensemble des cabines hautes entièrement financées par le syndicat. Pourquoi? Parce que d'abord, ce sont des verrues dans le paysage. Et puis, au niveau technique, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. C'est au niveau de la sécurisation, notamment. Et surtout, le développement des objets de modernisation, des solutions innovantes pour optimiser notre réseau. Voilà. Donc,
on est en phase, on travaille très très bien, et j'ai été de ceux qui ont dit que nous n'étions pas d'accord et que nous n'étions vraiment pas contents d'Enedis en un temps. Nous sommes contents d'Enedis, et je dois dire que je le dis, parce que quand ça va pas, comptez sur moi, quand ça va, il faut aussi le dire. Merci. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les deux.